une production de la boîte de prod.ca. C'est quoi un CELI, un compte de courtage et des FNB? Comment investir mon argent en bourse sans risque? C'est possible, atteindre la liberté financière? Découvrez l'essentiel de l'investissement passif en bourse grâce au balado Intérêts composés. Voici Gabriel Jasmin. Il est journaliste à la presse depuis maintenant 17 ans, même un petit peu plus. Et récemment, je dis récemment, mais en 2019, il a fait paraître un premier livre aux éditions La Presse nommé Les millionnaires ne sont pas ce que vous croyez. Et là, il vient tout juste de lancer son deuxième ouvrage, Zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir. Nicolas Bérubé, bonjour. Bonjour. D'abord, j'ai envie de te poser comme question... D'où vient cette passion-là pour les millionnaires? Ben, ça part d'un travail que j'ai fait pour moi, en fait. Au début de ma trentaine, je me suis un peu questionné sur l'argent. Je sais beaucoup de gens on devient un peu plus âgé. On se dit, il me semble que la bourse, là, je devrais comprendre comment ça marche, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui le sait. Puis, il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, là, flagrant. Tout à fait. On est laissé à nous-mêmes. L'école nous en parle pas vraiment. Nos parents nous en parlent pas vraiment non plus, à part certaines rares exceptions. Donc, moi, un peu, c'est venu un peu un intérêt par moi-même. Puis à ce moment-là, j'ai fait des investissements que je dis aujourd'hui de cabochon, c'est-à-dire je me suis complètement trompé. J'avais misé à l'époque que la bourse américaine allait planter. Hey! C'était juste j'en parle dans le nouveau livre. C'est juste après la crise de 2008-2009 quand il y a eu un gros crash boursier. Oui. En 2010, la bourse elle a remonté super vite, super haut. Et autour de moi, j'habitais aux États-Unis à ce moment-là. J'étais journaliste pour la presse, correspondant pour la presse. En Californie, je crois. Exact, à Los Angeles. Puis autour de moi, je voyais des gens perdre leur travail, je voyais des gens qui n'étaient pas capables de vendre leur maison, je voyais des commerces qui étaient barricadés. Je voyais de sécurité, finalement, là. Exact. Donc, l'économie autour de moi, je réalisais vraiment que ça allait mal, mais si tu regardais la bourse, elle était comme une fusée. Alors là, dans ma grande sagesse, je me suis dit, je vais miser sur le fait que ça va pas durer, en fait, ce boom-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas sur Internet encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà le cas, tu peux un peu valider n'importe quelle thèse que tu as. C'est-à-dire, si ta thèse dans ta tête, c'est que la hausse ne fait aucun sens, mais tu t'en vas sur Internet, tu fais des recherches, puis oui, tu vas trouver un paquet de blogs qui vont dire exactement la même chose que tu penses. Puis, c'est un peu parallèle avec la vaccination, là, pas pour aller sur ce terrain-là, parce qu'on est pas mal toute l'année d'en parler, mais on peut un peu aller faire des recherches, puis aller trouver un peu ce qu'on veut, là, tu sais. Donc, un peu quand tu souffres d'un quelconque symptôme pour X maladie, puis là, tu te mets à googler ça, tu tombes sur Doctissimo, tu vas tout le temps trouver des choses soit hyper positives, soit à l'opposé hyper négatives. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire qu'il y a de l'info pour les gens qui la cherchent. Exactement. Alors là, moi, avec le recul, je peux le constater, mais à l'époque, je me trouvais bien brillant. Et puis là, j'ai acheté des produits, c'est des options de vente, qui sont des produits qui prennent de la valeur quand une action diminue. Donc, c'est inversement proportionnel. Et ça, c'était les premières armes sur la bourse. Là. La première chose dans laquelle tu as décidé d'investir, c'est ça, là. Exact. Et j'étais convaincu que, écoute, on s'en allait vers une immense récession mondiale et que tout ça. Donc, écoute, faire une histoire courte, là, ça a pris quelques mois. J'ai investi 10 000 $ là-dedans, ce qui était quand même une bonne somme pour moi à l'époque. Encore aujourd'hui, là, c'est pas 20 piastres, là. Mais tu sais, quand même dans ta vingtaine, là, j'imagine. Exactement. Donc là, c'était... Écoute, ça m'a... Tu sais, la situation de Mike Tyson, là, tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il reçoive un coup de poing d'en face. Là, là moi, j'avais un plan, mais j'ai reçu un coup de poing d'en face, j'avais plus de plan. Et le plan, il a fait mal, finalement. Le plan, il a fait mal. Et là, j'ai de la misère à me l'expliquer pourquoi. Vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai jamais vraiment eu une affinité pour ça avant ce moment-là. Mais au lieu de rester à terre, sonner puis dire c'est plus pour moi, je touche pas à ça, c'est un gros casino. Ce qui aurait été un réflexe plus ou moins naturel de la part de tout le monde qui s'est cassé un peu la fiole sur le marché boursier.
Exactement. Alors, au lieu de faire ça, j'ai commencé à acheter des livres de base, des livres qui m'ont montré comment fonctionne la bourse, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les erreurs que les gens font, c'est quoi les pièges, comment notre cerveau nous amène à gauche alors qu'il faudrait aller à droite. Tu sais, il y a tout un... Et là, c'est tout cet aspect-là, en fait, qui m'a fasciné. L'aspect psychologique de l'investissement, là. Exact, parce que le cerveau humain est à peu près la pire invention qu'on peut imaginer pour devenir un bon investisseur. Le fameux... C'est ce que tu dis là, Nicolas. Ouais, c'est pas super rassurant, mais écoute, déjà de le savoir, c'est bon, mais c'est parce que nos émotions puis notre gut feeling, là, comme on dit, c'est vraiment elles sont de mauvaises conseillères dans la bourse. Puis c'est un peu tout ça qui m'a un peu poussé à écrire mon nouveau livre. Et le fait aussi que en investissement, les gens qui nous expliquent les bonnes pratiques, ils sont pas nombreux. Souvent, ils ont un intérêt à le faire. Les gens dans notre vie, si vous rentrez à la banque, vous voulez investir, bien, la banque, elle va vous placer dans des produits qui sont super avantageux pour elle. Ils ont même des objectifs de vente déjà souvent très clairs à cet effet-là. Et donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent la parole d'une façon, je dirais, neutre pour dire, bien, voici les pièges, voici ce que vous passez à côté de tel ou tel truc quand vous faites ce choix-là et ce choix-là. Donc, c'est ça un peu qui m'a poussé sur ce chemin-là parce qu'il n'y en a pas vraiment au Québec. Tu sais, il y a Pierre-Yves McSween qui fait un super bon travail. Mais quand on regarde ses livres, il dit épargnez, investissez, commencez jeune et tout. Mais quand on parle de la bourse, quand on parle d'investir, il passe pas beaucoup de temps là-dessus. C'est vrai. On parle beaucoup de l'immobilier, on parle beaucoup d'autres sphères d'investissement, mais c'est vrai que la bourse, ou tu sais, si on effleure le sujet, on rentre pas dans les détails, puis on sait pas, au bout du livre, on sait pas comment investir du tout, là. C'est ça. Et puis là, ben, on est un peu OK, on veut faire la bonne chose, mais en même temps, puis la bourse, il y a tellement de façons d'approcher ça qui sont instinctives, mais qui sont pas très bonnes. T'sais, par exemple, essayer de trouver... Moi avant de m'intéresser à ça, je me disais, la bourse, dans le fond, ce que tu veux faire, c'est de trouver le prochain Google, puis le prochain Apple, puis le prochain Facebook, tu sais. Puis là, tu vas... évalues tous les gens là, qui font ça, là, puis tout le monde est devant des graphiques un peu complexes, ils ont de la misère. Tu sais, je veux dire, le commun des mortels ne peut pas lire ces graphiques-là puis prédire l'avenir. Exactement. Puis non seulement le commun des mortels ne peut pas le faire, mais même les gens qui sont devant ces graphiques-là ne peuvent pas le faire. Puis là, c'est là que ça devient intéressant parce que là, on a toujours l'impression que les gens qui s'occupent de la bourse ils ont accès à des données qui ne sont pas accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Ils ont des prévisions et tout. Puis, dans le fond, une des clés pour comprendre ce monde-là, c'est que c'est un monde qui ne carbure pas nécessairement à la performance des placements. C'est un monde qui carbure aux frais de gestion. Okay. Alors, quand vous confiez votre argent à un professionnel, que ce soit un planificateur financier, de la banque, privé, de la banque, exactement. On a l'impression, des fois, on voit cette personne-là rouler en Mercedes, on se dit, mon Dieu, OK, j'ai trouvé le Warren Buffett qui va me rendre riche et tout. Mais c'est pas comme ça que l'industrie fonctionne. L'industrie, elle fonctionne en percevant des frais de gestion. Par exemple, les frais de gestion, c'est environ 2% souvent de l'argent qu'on confie. Okay. Donc, une personne qui a 100 000 bien, à chaque année, il y a 2 000 qui partent de ses placements pour payer justement les gens qui s'en occupent. Alors, quand même. Donc, ça, c'est beau temps, mauvais temps. La bourse soit en hausse, la bourse soit en baisse, il y a un 2% qui part. Des fois, c'est 2,5% aussi. Ouais. Et au Canada, on paye les frais qui sont parmi les plus élevés au monde. Ouais, on n'est vraiment pas en avant de la vague là, de la diminution des frais. Un peu je parle à des experts dans mon livre qui m'expliquent que c'est un peu comme ça parce qu'il y a une structure bancaire qui est assez solide au Canada dans le sens où il y a 5 ou 6 grandes banques et souvent les gens font affaire avec ces institutions-là pour leur placement aussi. Okay. Alors qu'aux États-Unis, c'est différent. Les gens font souvent affaire avec des firmes qui sont dans leur ville ou dans leur municipalité et qui ont souvent des frais moins élevés. Donc, c'est un peu différent, mais au Canada, on fait beaucoup confiance à nos banques, nos institutions financières. Ben, ce qui est une bonne chose d'une certaine façon, mais peut-être pas pour les placements.
Exactement. Alors là, les placements, mais même des fois, les gens de cette industrie-là, souvent, c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais c'est parce qu'ils connaissent pas vraiment les choix qui s'offrent aux gens, puis ils n'ont pas un intérêt incroyable non plus à l'offrir. C'est comme, je fais un parallèle des fois qui est un peu boiteux, mais qui est assez imagé. C'est comme parler à un chauffeur de taxi de Uber, tu sais. Ça serait bien surprenant qu'ils te disent « Vas-y, mon gars, ben oui, Uber, c'est le fun. » C'est pas dans ses intérêts de faire ça du tout, là, tu sais. Exactement. Puis au contraire, il va dire « Non, fais attention. » Puis là, ça m'amène un peu à parler, c'est quoi les produits financiers, tu sais, qui sont intéressants, c'est les fonds négociés en bourse, les fameux FNB, qui sont de plus en plus populaires et avec raison. Puis un FNB, pour expliquer un peu rapidement aux gens qui nous écoutent, dans le fond, c'est comme un buffet. Dans le fond, si vous achetez une action, comme de Apple ou de Microsoft ou de Google, vous achetez, disons, un plat. Mais quand vous achetez un FNB, vous n'achetez pas un plat, vous achetez le buffet au complet. Donc, vous avez toutes les compagnies d'un marché boursier donné dans votre fonds. Par exemple, vous avez dans le cas du S&P 500 aux États-Unis, c'est le fonds le plus populaire, c'est les 500 plus grandes compagnies américaines. Si une compagnie, par exemple Tesla, devient hot et devient importante, ben elle va arriver dans le S&P 500 puis elle va être incluse dans votre fonds. Alors, si on achète ce fonds-là et qu'au départ, Tesla n'y est pas, par exemple, dans un monde où Tesla n'y est pas, et là, Tesla se met à y arriver, est-ce qu'en investissant dans ce fonds, ça va suivre ou il faut investir au bon moment dans le fonds? Non, c'est ça qui est génial. Ça va suivre et le fonds, il est un peu auto-nettoyant, si on veut. Okay. C'est-à-dire que les compagnies qui vont prendre de l'ascension, disons Tesla, c'est un bon exemple parce qu'il est arrivé dans le S&P 500, je pense, il y a 1 an ou 2. Alors, il devient assez gros pour être inclus là-dedans. Mais là, vous allez capturer, en fait, vous allez devenir copropriétaire de Tesla. Oui, on salue Elon au passage, notre copropriétaire à tous. Voilà. Et par la même occasion, s'il y en a une qui arrive, ben, il y en a une qui part. Donc, pour donner un exemple concret, il y a Harley Davidson qui a été éjecté du S&P 500 parce que avec la pandémie et tout, il s'est mis à vendre moins de motos, puis ça faisait longtemps que le marché, ça veut pas dire que c'est pas une bonne compagnie qui fait pas des bonnes motos, c'est juste une question de perspective d'avenir et tout ça. Ouais. Et donc c'est ça. Donc, vous avez un fonds qui se nettoie avec les années et ça, c'est vraiment une clé, puis très peu de gens comprennent ça parce que si on regarde les compagnies les plus importantes d'une époque, ben on revient 20 ans en arrière, c'est pas les mêmes compagnies. Non. Donc, c'est c'est de mémoire Apple, Google, Facebook, Alphabet, Google. Ça, c'est les 10 plus grands. Mais si on revient il y a 20 ans, c'était pas du tout ça. C'était Exxon, les compagnies de pétrole, c'était des compagnies d'assurance. Les compagnies de techno aussi, là. Il y a comme une espèce de bulle techno, là. C'est ça. Donc, ils prennent beaucoup de place. Donc c'est pour ça que il faut faire attention. Des gens me disent « Ah, moi, j'achète des actions américaines dans mon compte et tout. » Mais je dis « Oui, mais fais attention parce que les gens qui achètent des titres individuels, c'est prouvé que sur le long terme, font moins bien que l'indice, c'est-à-dire que la bourse au complet. Donc, c'est un peu contre nature, dans le sens qu'on a l'impression qu'il faut chercher l'aiguille dans la botte de foin. Mais ce que les études nous disent, c'est qu'on est bien mieux d'acheter la botte de foin au complet. De ne pas essayer de chercher l'aiguille, c'est ça. On va perdre des heures inutilement, puis ça se peut que nos rendements mangent un coup. Exactement, parce que là, c'est sûr que on a tous des amis qui vont nous dire « Ah oui, moi j'ai acheté telle petite compagnie quand ça valait 20$, là c'est rendu à 100$, blablabla. » OK, mais ce qu'ils disent pas, c'est les 8 autres coups en arrière qui ont envoyé dans l'eau. Ça, c'est moins le fun autour d'une bière de parler de ces coups-là. Puis c'est un peu la nature humaine. Donc, c'est le syndrome du beau-frère au party de Noël, ça, là. Voilà. Alors, tu sais, c'est ça. Donc, en achetant la botte de foin au complet, on s'assure d'avoir les gagnants et même les gagnants du futur. On peut même plus regarder ça. Juste, en fait, c'est prouvé aussi que les gens qui portent beaucoup d'attention à ça, qui transigent beaucoup, ont des moins bons rendements que ceux qui ne portent pas attention du tout. Mais c'est déconcertant.
Donc, puis en plus aussi, on a l'impression que des professionnels à qui on confie notre argent vont faire des miracles avec nos sous, alors que malheureusement, ce serait vraiment, moi je serais le premier à leur confier mon argent si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Souvent, notre argent atterrit dans des fonds mutuels, des fonds communs de placement, qui sont assortis de frais de 2,5%. Et ces fonds-là, ben, comme on l'expliquait, comme il y a 2,5% qui part avant même d'avoir fait du rendement, ben, il faut qu'il en fasse encore beaucoup plus pour arriver il faut qu'il dépasse le marché de au moins 2,5%. Là. Et souvent, ce n'est pas le cas. Malheureusement, l'industrie souvent vont nous présenter quelques fonds, va choisir quelques fonds, va nous dire, regardez, ce fonds-là a fait 12% l'an dernier, celui-là a fait 18%. Mais malheureusement, les performances dans le rétroviseur sont souvent pas les performances dans le pare-brise. C'est-à-dire que c'est ça. Donc oui, c'est sûr, si vous avez 30 fonds, ben, vous êtes capable d'en prendre 4 qui sont beaux. Ouais. Mais si on avance de 5 ans, de 10 ans, ces 4-là, ce que les études nous montrent, c'est que c'est pas eux qui vont ramasser le trophée en bout de ligne. Donc, tu sais, juste un exemple, pendant la pandémie, les actions des compagnies comme Zoom, c'est qu'on utilise aujourd'hui, les compagnies de télétravail, là, appelons-les comme ça. Exactement, ils ont connu une hausse incroyable de leur valeur en bourse, mais là, ils sont en train de la perdre, cette hausse-là. Ouais. Donc, c'est très dangereux de mettre toutes nos billes dans quelques titres comme ça. Et puis, donc les meilleures pratiques, c'est vraiment d'acheter le marché au complet. D'acheter au Canada, c'est la bourse de Toronto, donc c'est le TSX. Qui sont les 200... TSX, dans le fond? Exactement, S&P TSX, puis aux États-Unis, c'est le S&P 500. Et ça, c'est comme ça représente une botte de foin. C'est pas le marché total, mais disons que c'est la crème du marché, alors. Exact. Donc, le marché américain représente 56% des marchés boursiers mondiaux en valeur. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment la grosse part du gâteau. Puis, avec des FNB aujourd'hui, il y a même des FNB qui nous permettent d'acheter le marché américain, le marché canadien, le marché européen et les marchés émergents dans un seul, en anglais, ils disent all-in-one, là, donc tout inclus. Tout en un. Tout en un, exactement. Et avec un seul fonds, et les frais de gestion de ce fonds-là sont à peu près 0,25%. Donc, c'est à peu près... On est loin de 2% les banques, là. Exactement. Donc, si on retourne à notre 100 000, au lieu de donner 2 000 par année qui part, on donne à peu près 250 $. C'est un bon deal, comme on dit. En 2250, mais multiplier ça par 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça fait beaucoup de sous. Alors là, quand je tiens un discours comme ça, moi ou d'autres, ce qu'on se fait répondre, c'est attention, attention, attention. Oui, c'est vrai qu'on charge des frais plus élevés, mais monsieur, madame, tout le monde, quand ils investissent eux-mêmes, ils ont de pires rendements que le 2,5% qu'on leur charge. OK? Donc, alors, c'est pas faux de dire ça. C'est vrai que les investisseurs, c'est prouvé que les investisseurs individuels, autonomes, ont de moins bons rendements que les fonds qu'ils possèdent. Pourquoi? Ben là, c'est là que les émotions arrivent en jeu. Quand ils voient que le marché baisse, ils se disent « Oh, moi, je retire mes billes, je vais rembarquer dans 2 mois. » Ils suivent l'actualité. Il y a quelques années, là, on en parle moins, mais il y a eu la fermeture du gouvernement américain, le shutdown, là, sous Trump. Il y avait toutes sortes d'événements comme ça. Et ça fait brasser le marché. Les gens disent « moi, le shutdown, je veux rien avoir à faire avec ça. Je retire mes billes, je les remettrai dans 2 mois. » Et c'est prouvé que ces comportements-là, c'est des comportements qui nous appauvrissent à long terme parce que c'est très difficile de prédire, c'est pratiquement impossible de prédire la direction des marchés à long terme. Même des gens comme Warren Buffett sont les premiers à dire « Hey, je ne sais pas ce que le marché va faire dans 3 semaines. Je ne sais pas ce que le marché va faire dans 6 mois. Posez-moi même pas la question, je ne sais pas. » Alors, quand monsieur et madame tout le monde essaie de faire ce que même Warren Buffett ne peut pas faire, ça devrait lever un drapeau. Oui. Et donc, c'est pas faux de dire que les gens s'en sortent moins bien, mais c'est comme dire
je prends les 100 premières personnes que je vois au coin de Peel et Sainte-Catherine, puis je leur donne des bâtons de golf dans les mains, puis je regarde comment ils jouent au golf. La moyenne ne sera pas très bonne. Ben non, c'est sûr, mais il va en avoir peut-être un 2 qui va sortir du lot, là, tu sais. Exact. Mais est-ce qu'il faut en conclure que c'est impossible de savoir jouer au golf? Ben non. Il faut juste, avec un peu de pratique, on peut comprendre. Puis, comme j'expliquais aussi, dans le fond, les bonnes pratiques, c'est les pratiques qui demandent le moins d'efforts, paradoxalement. C'est spécial parce qu'on se dirait, d'habitude, ça fonctionne comme, mais tu prends quelqu'un comme Michael Jordan qui pratique du matin au soir pour devenir ce qui est devenu. Il n'a pas le choix de pratiquer, sinon il ne serait pas prêt, tu sais. Alexander Ovechkin, il en a fait combien de slapshots dans sa vie? Je veux dire, c'est comme... Même les gardiens de la Ligue nationale trouvent qu'il en fait trop. Qu'il en fait trop, puis c'est pas bon pour leur santé. Non. Alors, tu dis, OK, ce gars-là, s'il s'est entraîné 2 fois moins, il aurait probablement des moins bons résultats. Mais avec la bourse, c'est l'inverse. Moins on en fait, mieux on s'en sort. C'est comme si on n'était pas conditionné du tout pour comprendre ce phénomène-là. Exactement. Puis notre gut feeling, là, c'est un mauvais guide là-dedans. Ouais. Moi, je parle dans mon livre au début, là, écoute, le nombre de fois que les gens dans mon entourage m'ont dit, là, il y a un gros crash qui s'en vient, là, je le sens, là, on est rendu trop haut, ça a trop monté trop vite. Puis je me reconnais là-dedans parce que j'étais comme ça au début, mais ça n'a pas de... C'est pas réel, c'est pas un sentiment qui est réel. Même quand on regarde... ce genre de discours-là qui, j'allais dire, influence négativement, mais je veux dire désinfluence les gens d'investir. Je pense que oui, parce que ça devient une espèce de casino, puis ça devient une espèce de jeu. Puis là, les gens se disent, attends, mais moi, c'est pas dans mon tempérament de jouer au casino et tout ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort pour mon argent. J'ai pas le goût de mettre 100$ puis me retourner de bord, puis mon 100$, il est rendu 82$. Puis, tu sais, pourquoi je ferais ça? Mais moi, ce que je répondrais, c'est que depuis 50 ans, la Bourse canadienne, le rendement annuel moyen de la Bourse canadienne, c'est 9% par année. Puis le rendement, c'est énorme. Puis le rendement annuel de la Bourse américaine, c'est 11% par année depuis plus de 50 ans. Mais très peu de gens ont eu ces chiffres-là parce que, durant une période, les outils n'étaient pas là. Tu sais, les FNB indiciels dont on parlait tantôt, qui représentent un peu la botte de foin, ils n'étaient pas accessibles. Indiciels parce qu'elles suivent des indices. Exactement, c'est ça. Parce que maintenant, il y a des FNB. Ça, c'est une autre affaire. Les gens des banques vont nous dire, attention, les FNB, il y en a 300, là, lequel tu vas aller choisir, tu sais, donc approche-toi pas de ça, là, c'est bien, bien dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a des FNB très, très pointus, comme par exemple, c'est comme je parlais un peu tantôt de la table de buffet avec les plats, il y a des FNB qui s'intéressent juste au secteur des banques. Okay. Donc, si vous achetez ça, vous allez avoir un FNB qui va, disons, suivre les banques. Vous avez d'autres qui vont suivre l'énergie, d'autres la technologie. Donc, c'est vrai que ces produits-là très pointus existent. C'est comme le buffet des continents, des buffets, là. Exact. Mais il ne faut pas se laisser décourager par ça parce que, dans le fond, les FNB qui nous intéressent, justement, c'est les grands FNB qui suivent le Canada au complet, les États-Unis au complet. Okay. Et donc, il ne faut pas vraiment se perdre dans toutes les petits FNB qui s'intéressent à des compagnies très précises, qui ne sont pas vraiment utiles pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que, là, je récapitule, Nicolas. Pour monsieur, madame, tout le monde, tu déconseilles d'investir dans ce qui est une banque, à moins d'être débutant et de ne pas nécessairement être à l'aise de se lancer là-dedans, versus investir par ses propres moyens via, par exemple, une application de courtage en ligne. Tout à fait. Et là, je suis conscient que, quand on est jeune, puis il y a des applications comme Wealthsimple, je ne sais pas si ça vous dit. C'est ça. Ça, c'est. Moi, j'ai aucun lien avec aucune compagnie. En passant, quand je mentionne une compagnie, je la mentionne parce que je la connais puis je connais le produit, mais c'est une compagnie qui permet d'automatiser ses investissements et qui aspire de l'argent lorsqu'on lui dit ou sur une base préprogrammée de notre compte vers les placements. Et il n'y a aucun l'épargne se fait tout seul d'une certaine façon, là. Oui, puis ça, les gens qui ont un salaire, disons, régulier et tout, c'est la meilleure façon d'investir. Parce que moins on a des décisions à prendre, chaque décision, c'est comme un point de friction. Donc, moins on en a,
mieux on se porte. C'est pas pour rien que les gouvernements se servent dans notre chèque de paye avant qu'on le reçoive, parce que ça vient de la Première Guerre mondiale. Avant la guerre, il fallait qu'on paye un gros chèque à la fin de l'année, mais c'était très compliqué parce que les gens n'avaient plus d'argent. Ah oui, c'est sûr. Il était foncé. Exact. Alors là, quand on le fait à la base, ben là, ça limite bien des drames. Alors ça, si on peut faire ça avec nos placements aussi, je dirais que c'est la Cadillac un peu de l'investissement. Et donc, pour revenir à ça, moi, je vous dirais, si vous êtes jeune, vous commencez à investir, vous pouvez vous tourner vers un service, une entreprise comme Wealthsimple. Il y en a d'autres, là. Vous pouvez faire une petite recherche qui est très intéressante et qui vous place dans des FNB indiciels de façon automatique. Okay. Si vous êtes en milieu de parcours, vous êtes plus âgé, vous avez plus d'économie, disons, je comprends que c'est pas très attrayant du jour au lendemain de se dire, attends un peu, là, moi, là, je vais gérer, là, je dis n'importe quoi, là, 500 000, moi, je vais gérer 600 000 Ça se fait pas simplement, là, on s'entend. Ça se fait pas simplement, puis ça peut être très stressant. Puis, justement, c'est pour ça que je suis pas vraiment, c'est pas une religion pour moi, là, gérer votre propre argent et tout. Par exemple, on peut avoir une discussion avec la personne qui s'occupe de nos placements, sans savoir quels sont les frais qu'on paye en tout, parce que souvent, il y a différentes tranches de frais, donc vraiment au total. Ouais. Il y a des gestionnaires de portefeuille, il y a une compagnie à Montréal dont je parle dans mon livre qui s'appelle Archer Gestion de patrimoine, qui est la propriété d'un gars qui s'appelle Richard Morin. Et lui, c'est un des premiers à investir dans les fonds négociés en bourse. Alors lui, il prend un frais qui est beaucoup moindre que l'industrie, mais il place les gens dans des fonds négociés en bourse. Alors, au final, le client va payer moins cher et va avoir de meilleurs produits là, pour la suite de ses placements. Puis même, il ne faut pas oublier que les gens disent « Ah, moi, j'ai 65 ans, je ne peux plus rien faire. » Ouais, mais l'investisseur qui a 65 ans, il ne prend pas tous ses investissements en cash à 65 ans. Il reste encore 25 ans de vie là, d'investisseur, possiblement. Ouais. Alors, vous avez encore 25-30 ans devant vous d'être un investisseur. Donc, ce n'est pas des choses qui sont à prendre à la légère pour monsieur et madame tout le monde. Là, Nicolas, je t'entends parler, tu dis il y a une fenêtre de 25 ans devant nous, une fenêtre d'investisseurs. Par ça, j'imagine que tu fais référence à ce concept-là. Tu sais, on parlait d'un concept difficile à entrevoir tantôt, que moins tu passes d'énergie à tes placements, meilleurs tes rendements sont. Là, il y a comme une autre espèce de chose qu'on a de la difficulté à concevoir avec notre cerveau humain. Ça s'appelle l'intérêt composé. Oui, tout à fait. L'intérêt composé, c'est très, très simple. C'est l'intérêt qu'on fait sur de l'intérêt. OK? Donc, si vous faites 10 % par année sur 10 $, vous allez avoir, après un an, 11 $. Okay. Mais après une autre année, vous n'aurez pas 12 $. Vous allez avoir 12 $ et 10, si ma mémoire est bonne, 10 ou 20, enfin. Donc, votre intérêt que vous avez fait, lui aussi va faire de l'intérêt. Puis donc, ça fait une augmentation qui n'est pas linéaire, qui est exponentielle. Et là, c'est là qu'on appelle souvent ça l'effet boule de neige, parce que tout le monde sait, quand on essaie de faire un bonhomme de neige, on pense que ça va nous prendre 1 heure faire la boule, mais après 5 minutes, elle est aussi grosse que nous, la boule, parce que la neige colle partout, puis la nouvelle neige accepte de la nouvelle neige, puis là, ça devient un peu comme ça. Donc, ça, l'intérêt composé, c'est vraiment ce qui devrait être notre préoccupation principale comme investisseur. Et c'est pour ça que la recherche d'un investissement excitant à court terme est même pas nécessaire puis est néfaste à nos rendements. Tu sais, si quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai fait 30 % depuis 3 ans ou 40 % cette année. » OK, je dis « OK, parfait. Est-ce qu'il te reste 1 an à vivre? Non. Statistiquement, il lui reste peut-être 50 ans à vivre. OK. Mais si tu te plantes en cours de route, OK, ton 30 ou 40 % il va valoir rien. Alors que la personne qui achète la botte de foin au complet, puis qui achète le marché au complet, puis qui fait 8 ou 9 ou 10 % 11 %, peu importe ce que l'avenir nous réserve, cette personne-là va se rendre beaucoup plus loin sur ses placements que la personne qui recherche
un gros rendement très rapide. Excitant et tout. Donc, c'est sûr que un rendement moyen, tu sais, quand on dit le rendement moyen de la bourse, c'est pas quelque chose qui est comme wow puis qui impressionne sur le terrain de golf. Mais ça fait pas saliver, ben. Non, sauf que faut pas oublier qu'un rendement moyen maintenu sur une longue période, écoute, ça fait le Mont Everest là. Donc c'est ça qui est un peu plate avec notre cerveau. On a la misère à mettre le doigt dessus, à comprendre qu'un rendement de 7 ou 8% maintenu pendant les 30 prochaines années, ça va être incroyable. Tu sais, il y a une vieille histoire comme ça que moi je trouve intéressante. C'est une personne qui vous offre, OK, tu as le choix, je te donne $1 par jour qui double à chaque jour pendant un mois. Donc, le premier jour, je te donne 1 pièce. Le deuxième jour, je te donne 2 pièces. Le troisième jour, je te donne 4 pièces. Oh, OK, je comprends. Le quatrième jour, je te donne 8 pièces. Oui. Est-ce que tu préfères ça ou tu préfères $1 million? Ben là, j'ai envie de répondre 1 million, mais là, je sens qu'il y a une pogne, là. Exact. Tu vas avoir plus de 10 millions si tu fais ça. Arrête! Donc, on a 31 jours, mettons, là. Exact. Alors, mais rendu jusqu'au 29e jour, tu n'auras pas ton 10 millions. C'est le dernier bout qui est hyper payant. C'est le sprint final. Le sprint final, parce que quand tu doubles, puis tu doubles, puis tu doubles, les gens ont la misère à comprendre. Tu sais, Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs de l'histoire, il y a une valeur nette, je n'ai pas vérifié récemment, il y a une valeur nette d'environ 100 milliards, pardon. 100 milliards, OK? Il y a 91 ans. 100 milliards. Ben, j'imagine que c'est ça. Il y a eu du temps devant lui, c'est sûr et certain, pour entretenir cet investissement-là. C'est ça, c'est une des clés de son succès. Son premier milliard, il l'a eu à 52 ans. Hey. OK, fait que de 0 à 52, 1 milliard. De 52 à 90, 99 milliards. Aïe. OK? Aïe. Donc, il ne s'est pas mis à travailler 10 fois plus à 50 ans. Ben non. C'est juste que ses placements... Ben, c'est sûr qu'avec 1 milliard en banque, moi, à 50 ans, je pense que j'arrête tout, là, de toute façon. Là. C'est sûr que tu peux regarder pousser tes tomates avec ce genre d'argent-là, mais c'est donc, tout est intéressant. C'est pour ça quand on dit la patience en investissement, quand on est patient, on dépasse tout le monde. C'est ça qu'on veut dire. Alors, quand on voit des gens, ah oui, moi j'ai doublé, moi je fais un petit move, puis là, je vais avoir tant. OK, tant mieux. Mais c'est pas ça la game. En fait, peut-être que ça peut l'être pour des personnes qui recherchent de l'excitation à court terme, mais si on veut être investisseur, puis on veut que ça change notre vie, puis que ça solidifie nos bases financières, on est beaucoup mieux de mettre ça sur le pilote automatique, de chercher à transiger le moins possible, d'avoir les frais les plus bas et de rester patient. Même pas de regarder le marché, puis même pas s'enquérir des nouvelles puis de l'actualité économique. Là. Ben, tu fais un très bon point parce que quand on a le nez dans les nouvelles, c'est très difficile de rester zen là, parce qu'il y a toujours quelque chose. Là. Je veux dire, je fais une liste dans mon livre des 10 dernières années des grands événements géopolitiques. Écoute, tu lis cette liste-là puis tu viens blanc là, parce que tu te dis, mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais il faut comprendre que c'est des événements géopolitiques, il va toujours en avoir et qu'on ne devrait pas investir en fonction de ça. D'ailleurs, il y a un des géants de l'investissement aux États-Unis, la firme Fidelity, qui, il y a quelques années, a fait une étude à l'interne auprès de leurs millions de clients. Ils voulaient savoir lesquels avaient les meilleurs rendements boursiers, justement, pour eux, là, pas pour... Ils se sont rendus compte, après une analyse, que les gens qui avaient le meilleur rendement, c'était les gens qui avaient oublié qu'ils avaient un compte chez Fidelity. Ben non, voyons. Ils avaient carrément oublié parce que peut-être qu'il y avait des comptes à gauche, à droite, et ils ont eu des super bons rendements. Et donc... espérons qu'ils ont au moins pas oublié leur mot de passe. Oui, c'est ça. Puis qu'ils regardent leur courrier une fois de temps en temps pour se faire rappeler. Mais donc... Puis il y a plein d'anecdotes comme ça, par exemple, des divorces qui sont très compliqués avec des avocats qui sont impliqués et tout ça. Il y en a qui peuvent durer des 5 ans, 10 ans. Ça peut vraiment durer longtemps en bourse quand il y a plusieurs, en cours avec plusieurs enfants impliqués, tout ça. Mais c'est prouvé que les rendements des placements sont exceptionnels durant les périodes de litige. Parce que plus les périodes de litige durent longtemps, personne ne peut toucher à l'argent.
Donc, quand tu touches pas à l'argent, ben là, l'argent se multiplie, puis reste placé. Qu'est-ce qu'elle a à faire? C'est-à-dire Qu'est-ce qu'elle a à faire? Mais là, aussitôt que tout le monde met la main là-dessus, ben là, tout le monde, un qui s'ouvre un restaurant, là, l'autre qui paye ses dettes, l'autre qui part une compagnie de bowling. Ah, c'est ça qui arrive. Tu poses des projets, et puis finalement, en bout de ligne, il reste plus grand-chose. C'est une compagnie de bowling? T'as peu, je t'arrête. Je trouve ça très drôle de se starter en 2022, une compagnie de bowling. Oui, j'avoue que ce serait... Quoi qu'il devrait avoir des bons deals, là, sur des salles de bowling, des salles de quai. Oui, absolument. Il y a de l'espace, en tout cas. C'est ça. Mais donc, c'est une preuve de plus que, tu sais, on est vraiment... Plus investir est excitant, moins il y a de rendement. Donc, il faut pas que ça devienne... Puis, il y a des gens qui doivent nous écouter puis dire « Ouais, mais attends, là, moi, là, je sais ce que je fais, je lis des rapports annuels, je m'intéresse à ça, je m'intéresse... » On salue les comptables au passage qui comprennent tout ce jargon-là. Exact. Et puis moi, je dirais aux gens, écoutez, faites l'exercice de voir depuis 5 ans, depuis 10 ans, quel rendement vous avez eu. Et puis, comparez-le au rendement du marché. Il y a des sites marché canadien, marché américain, il y a des sites qui permettent de faire ça. Et il y a des gens dans mon entourage qui m'ont dit non, moi ça va bien mes affaires. Ils sont revenus une semaine après, ils ont dit hey, tu sais quoi, j'ai fait la comparaison, puis j'ai pas battu les indices, j'ai pas battu le marché. Alors, je pense que beaucoup de gens devraient faire cet exercice-là. Et puis, si dans le fond, vous aimez ça au point tel que vous voulez pas arrêter, mais je me dis, mais prenez 5 ou 10 de vos billes, de votre argent, et puis faites vos recherches, puis achetez les compagnies qui vous intéressent, et puis vivez avec ça. Ça devient un hobby. Tu es en train de nous dire que, excuse-moi, l'immense majorité de notre portefeuille devrait être passif, devrait être constitué d'un indice qu'on suit. Exactement. Avec des frais de gestion très bas et puis moins, tu sais, il y a un site au Canada anglais qui s'appelle Couch Potato. Oui, c'est le Couch Potato Investing. Tu sais, en français, je sais pas comment on pourrait traduire ça. L'investisseur de salon, genre. La patate sur son sofa, je sais pas comment dire. Mais je trouve que ça illustre bien ce domaine-là, puis tout ce qu'on discute depuis tantôt, c'est justement, moins on s'y intéresse, mieux on est. Prenez par exemple... aussi, là, ça peut être prenant, puis tu sais, ça vient avec une charge mentale constante. Là. Tout à fait, puis c'est pour ça que beaucoup de gens veulent pas s'intéresser à ça. Puis comme je disais, c'est correct. Je veux dire, moi, on coupe pas nos propres cheveux, pourquoi on gérait notre propre argent? Tu sais, OK, je peux comprendre, mais moi, je pense qu'il y a une partie de la population qui pourrait tout à fait gérer, surtout les plus jeunes, qui a moins d'enjeux, il y a moins, c'est sûr que changer un comportement à 40, 50 ans, 60 ans, c'est très difficile, alors que quand notre comportement n'a pas vraiment eu le temps de figer, on peut tout de suite prendre les bons plis en partant. Justement, parlant de bons plis, là, mettons qu'on est un jeune investisseur, OK? On reçoit, par exemple, notre première paye. On vient d'être engagé sur le marché du travail. On a quoi? Peut-être 19, 20 ans et tout ça. Et on a le désir de faire quelque chose avec son argent. Peut-être pas dans le but de prendre une retraite hâtive, mais on le voit de plus en plus, là, mais un objectif d'indépendance financière. Et là, on désire placer par ses propres moyens sur le marché boursier, par exemple en investissant sur, on l'a mentionné tantôt, Wealthsimple, ou encore, peut-être un peu plus parce qu'il y aurait peut-être un travail de sélection à faire, genre Desnat, les autres applications de courtage en ligne. La première étape vers ça, on achète un FNB, puis on attend. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, rajouter de l'argent à tous les mois, toutes les 2 semaines, sans suivre le marché, sans suivre l'actualité, sans se laisser prendre par la peur. Certaines personnes vont trouver que c'est très facile, d'autres personnes vont avoir beaucoup de difficultés. Donc, je vous dis, faites vos propres essais, essayez de voir si c'est pour vous. Mais oui, la recette, c'est n'y portez pas attention. C'est une personne qui est... L'année 2020, l'année de la COVID, il y a eu un crash épouvantable. Ouais. Tout s'est effondré, là, au mois de mars à peu près, là, boum! 30%. L'année, elle a fini positive. Ouais. Donc, une personne... Puis 2021, après ça, il y a comme eu un relais.
Donc, une personne là, qui est tombée dans le coma le 1er janvier 2020, puis qui s'est réveillée le 1er janvier 2021, puis qui a regardé ses affaires et dit « Ah, j'ai fait, je sais pas, 15% cette année. Ah, cool, il ne s'est rien passé. » Donc, cette personne-là, elle n'a aucune idée là, qu'il y a eu un drame incroyable et que tout a crashé et tout. Donc, vous vous libérez le cerveau, vous vous libérez de l'espace mental quand vous faites ça. Puis c'est pour ça que j'appelle ça les bonnes pratiques, dans le fond. Si on peut mettre ça en place, faire attention aux sites d'actualité, aux notifications de notre téléphone qui nous aspirent, qui nous portent toujours à vouloir réagir. Du point de vue de l'investissement, il n'y a pas d'avantage à faire ça. Il n'y a rien qui nous dit que c'est désirable de faire ça. Là. OK. Puis si on se ramène sur le marché boursier, tu as parlé de crash économique. On n'en a pas vécu tant que ça dans l'histoire de l'économie. T'sais, oui, OK, on pense souvent au crash des années fin des années 20, début des années 30. Ça en est suivi la Grande Dépression. Mais si on regarde le graphique du marché sur le long terme, là, bien souvent, quand il y a eu un crash ou un mini-crash, ça remontait, puis sinon 2 fois plus. Exactement. C'est très difficile quand on fait le zoom out, puis on voit la courbe du marché, c'est très, très attrayant. Quand on fait un zoom in, puis là, on regarde de semaine en semaine, puis de mois en mois, il y a eu des périodes plus creuses. Des périodes plus creuses qui font peur, qui nous font douter et tout ça. Dans le livre, je parle justement des crashs boursiers qui ont tendance aussi à être très médiatisés. Là. Quand il y a un crash, là, c'est la nouvelle, la manchette. Ben, c'est ça, les pics ou vraiment les bas qu'on présente. Exact. Moi, je dirais même les bas, parce que les bas, ils font plus peur. Ils sont plus comme... Tu sais, mettons, dans la pandémie, il y avait des journées, le marché tombait 10% par jour. Hey, 10%, là, c'est incroyable. Alors là, il y a des émissions spéciales. Là, du S&P 500, par exemple, tu sais. En une journée. Hey. Mais 3 mois plus tard, quand ce 10%-là a été repris, et même plus, il n'y a pas les premières pages qui nous parlent de ça. Donc, souvent, ça nous envoie le message... Négatif. Moi, je touche pas à ça. Moi, là, je m'achète un condo, puis la bourse, non, c'est pas pour moi, puis tout ça. Mais depuis des générations, ce qu'on voit, c'est justement le fameux 9% et le fameux 11%. Est-ce que ça va être ça dans le futur? Écoutez, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Ceux qui disent en avoir une ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le meilleur guide pour le futur, c'est de voir un peu ce qui a été les rendements dans le passé. Ça peut nous donner un barème. Ouais. Maintenant, est-ce que les rendements vont être de 5%? Est-ce qu'ils vont être de 15%? Moi, quand j'ai commencé à investir il y a une douzaine d'années, tout le monde disait « Ah, attention, là, les gros rendements, c'est fini, c'est derrière nous. Oubliez ça. » Et puis finalement, on vient de vivre une décennie incroyable pour les actions avec des rendements... actions technologiques, là, entre autres. Ben, tout, c'est ça, le marché au complet. Puis le techno a pris beaucoup de place. Et donc, il faut vraiment, vraiment faire attention aux prévisions, aux prédictions. Quoi, c'est pas compliqué. La fiche, le bulletin un peu des prévisions, c'est 1 sur 2. Alors, c'est comme lancer un 25 sous, là, puis vous allez avoir la même affaire, la même chance d'avoir une bonne prédiction que les gens qui les font. Donc, c'est comme un peu la météo, tu sais. C'est comme si on se basait sur tout ce qui s'est fait dans le passé pour prédire la météo de demain matin. Tu sais, ça fait pas de sens. C'est ça. Alors, tu sais, le mieux, c'est vraiment de mettre les émotions de côté, de mettre le désir de toujours aller mettre notre doigt là-dedans, puis d'essayer de fouiller, puis d'essayer d'améliorer nos rendements. Le mieux, c'est d'acheter de la botte de foin puis de vivre notre vie là, sans vraiment... fermier, pourquoi pas? Ben ouais, une fois que tu as la botte de foin, là, t'es quasiment rendu fermier. Il te manque les animaux et une couple de techniques de labourage au passage. Là. Mais voilà. Et puis Nicolas, dans ton premier ouvrage, t'as fait appel à des millionnaires puis tu t'es même entretenu avec des milliardaires pour essayer de comprendre le phénomène de c'est quoi être millionnaire, de se mettre dans la peau. Puis t'as fait des constats, entre autres, que c'est pas nécessairement parce que tu es millionnaire que tu vis la grosse vie. Là. Ben non, tout à fait. Puis souvent, je dis toujours, notre œil est un très mauvais guide pour nous parler de richesse. Parce que notre œil voit une grosse maison,
Notre œil voit une belle voiture. Il perçoit, c'est-à-dire? Il perçoit, puis il perçoit ça, et il perçoit des vacances dans le sud, il perçoit du ski alpin et tout. Mais ce qu'on voit pas, si on pouvait lever le capot et regarder en dessous, les finances qui sont derrière ça, souvent, ça fait peur, là. Il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup de risques et tout. Alors que quand on regarde le bilan financier des millionnaires, disons les millionnaires américains, c'est ceux pour qui on a le plus de données. La voiture numéro 1 chez les millionnaires américains, c'est Toyota. Suivi de Honda, et le troisième, je pense que c'est Ford. Hey, c'est surprenant, là, tu sais, on est loin de la Lamborghini puis de la Bugatti de l'année, là. Exactement. Alors, ça montre que notre œil est vraiment un mauvais juge, en fait, de la richesse. Puis c'est très facile, j'apprends rien à personne, avec les taux d'intérêt qui sont très bas. On peut vivre au-dessus de nos moyens très facilement, prendre des marges de crédit, s'endetter, puis aux yeux des autres, on est riche. Mais dans le fond, même si on fait un gros salaire, mais dans le fond, si on n'a pas d'actifs de côté, on n'est pas très riche. On a besoin de rentrer travailler lundi matin, sinon tout s'écroule ou à peu près. Et ça, c'est vrai même chez les gens qui gagnent très bien leur vie. Les vedettes professionnelles, une fois de temps en temps, on va voir un article, tel joueur de football a fait faillite, mais pourtant, il a gagné 70 millions dans sa vie. Ouais. L'impôt en a pris 35, et puis là-dessus, il a eu son divorce, puis là-dessus, il s'est acheté des autos de luxe, puis là-dessus... Ou d'autres substances qui lui font plaisir, tu sais, c'est ça. et finalement, c'est ça en fait, mon livre met de l'avant, et je trouve ça très intéressant, justement. J'ai interviewé le milliardaire montréalais Steven Jarilovsky, qui conduit une voiture qui doit avoir 15 ou 20 ans. Il y a une Mercedes quand même, mais elle a 15 ou 20 ans, et lui, au début de sa carrière, il faisait pas la grosse vie. Alors ça, c'est une autre chose. Les jeunes dans la vingtaine ou début trentaine, souvent autour de moi, je vois des gens qui dépensent quand même beaucoup. C'est-à-dire, exactement, puis c'est tentant. Puis je trouve que la société nous présente avec la place d'Instagram dans notre vie. On ne va pas juste bruncher, on va bruncher, mais là, on se photographie en train de bruncher et tout. Ça prend du prestige, ça prend quelque chose. Exactement. Mais tout ça, c'est de l'argent qui pourrait travailler pour nous pour le restant de notre vie. Moi, j'ai 44 ans, mais j'ai des dollars en ma possession que j'ai gagnés à 25 ans. Mais ils sont encore en ma possession. Ah ouais, mais ils continuent de travailler. Puis là, ils sont rendus à 6 ou 7 dollars. Puis plus tard, ils vont être rendus peut-être à 30 dollars, le même dollar que j'ai mis de côté. Donc, puis Pierre McSween en parle très bien dans son livre. Liberté 45. Exact. Il dit, quand tu vas t'acheter un brunch, puis toi et tes amis, puis là, ça te coûte, je sais pas moi, 50$ par personne avec les cafés et tout, mais c'est un 50$-là, dans le fond, il vient de te coûter peut-être 300$. Mais que tu viens dans le futur, mais tu vas être la même personne, là. Tu ne vas pas devenir une autre personne plus tard. Donc, donc dans le fond, puis là, souvent, le pushback qu'on a ou les arguments, le contre-argument, c'est oui, mais il faut bien vivre et tout. Je suis tout à fait d'accord. Il faut quand même choisir ses batailles. Tu sais, je dis par exemple, au lieu d'aller au restaurant, là, quoique c'est pas très populaire ce temps-ci, aller au restaurant, mais au lieu de commander du restaurant, ça peut être ça. Du restaurant, oui, c'est ça. Commander du restaurant parce qu'il n'y a rien dans le frigo et tout. Avec un peu de planification, on peut vraiment sauver beaucoup d'argent, mettre de l'argent de côté et puis vraiment améliorer sa vie sur le long terme, avoir moins besoin des banques, avoir moins de dettes. Et puis, c'est ça. Fait que peu importe le compte dans lequel on investit, que ce soit un CELI, un REER, un compte non enregistré, peu importe, l'important c'est d'investir le plus tôt possible et sur une base fréquente. Exactement, sur une base fréquente, et puis vous dépassez tout le monde quand vous faites ça. C'est aussi clair que l'eau de roche. Il n'y a pas de recette ou de formule magique incroyable pour s'enrichir très rapidement, malheureusement. On aimerait ça. Ça serait le fun, hein? Ben oui, puis avec les crypto-monnaies, c'est sûr que c'est très... qu'ils connaissent des jours assez difficiles ces temps-ci, les crypto-monnaies qui ont perdu 50% depuis l'automne dernier. Et donc, il y a toutes sortes de... À chaque époque, il y a... Quand j'écrivais mon premier livre, le gros sujet, c'était les actions de cannabis.
Oui, ben oui, la légalisation, il y a en exact. 2017, c'est ça? Je pense que c'est ça, 2017. Et à ce moment-là, il y avait toute une espèce de phénomène autour de ça. Les compagnies étaient déjà en bourse et doublaient presque à chaque mois. Et moi, quand je parlais de ça autour de moi, je disais, attendez, là, c'est des comportements boursiers qui ne font aucun sens. Ils sont atypiques et tout et tout. C'est très risqué. Les gens me disent, non. Moi, j'ai fait mes recherches. Il y a telle petite compagnie là, en Alberta là, qui ont une serre, puis là, c'est incroyable. Mais ça a connu un crash incroyable, les actions de cannabis. Puis aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est très, très peu de gens en parlent parce que ça n'a pas été un bon investissement. Alors, un autre avantage, justement, d'acheter la botte de foin au complet, c'est que vous n'êtes pas pris dans des espèces de phénomènes de mode comme ça. Vous achetez le marché au complet a très bien fait, mais certaines compagnies individuelles ont très mal fait depuis 5 ans. C'est ça. C'est ça. Donc, investir dans 4 ou 5 compagnies, vous prenez beaucoup plus de risques sur vos épaules que si vous avez un fonds qui possède 12 000 compagnies. Là. Et ça, c'est un des avantages de la fameuse diversification. Ouais. Là. En terminant, écoute, Nicolas, je vais te laisser partir dans pas très longtemps, mais simplement peut-être nous mentionner dans le détail quelques fonds négociés en bourse que tu connais, qui suivent par exemple un indice, là, soit le S&P 500 aux États-Unis, le TSX au Canada, tu sais, pour un investisseur qui sait pas en tout par où commencer, mais qui veut absolument acheter ça, il y en a beaucoup, on l'a mentionné au fil de la balado, il y en a au-dessus de 300, 400 des FNB. Comment bien le sélectionner, puis as-tu quelques exemples, par exemple 2-3 exemples à nous donner concrets de FNB dans lesquels investir? Moi, je peux vous parler de... Je ne suis pas quelqu'un qui est habilité à faire des recommandations. Des recommandations et tout ça. Je peux vous parler de ce que j'ai, moi, dans mon portefeuille. C'est très clair. Moi, j'utilise beaucoup les fonds de la compagnie Vanguard, qui est un géant américain du FNB. Ça a été les premiers à amener ça sur le marché il y a très longtemps. Ils faisaient rire d'eux autres au début, d'ailleurs, il y a 40 ou 50 ans. Oui, c'était vraiment mal perçu. Les gens ne comprenaient pas. Les gens de Wall Street ne comprenaient pas c'est quoi l'intérêt d'acheter le marché au complet et tout. Ben souvent, là, vois-tu, l'histoire nous aura appris que c'était un peu peut-être de la jalousie mal placée, là. Exactement. Puis tranquillement, je pense qu'aujourd'hui, Vanguard gère quelque chose comme 7 000 milliards de dollars au niveau mondial. Donc, c'est vraiment rendu un géant. Mais il propose des produits super intéressants. Il y a un fonds que j'ai dans mon CELI, ça s'appelle VEQT, c'est ça le sigle. VEQT, c'est pour Equities en anglais, là, donc VEQT. Et ça, c'est c'est ce qu'on dit, là. Exact. Donc ça, c'est un fonds qui est 100% action et c'est diversifié au niveau mondial. Donc, Canada, États-Unis, Europe, Asie. Je pense que c'est 10 ou 12 000 compagnies qu'il y a dans un seul fonds. Ça revient à parler des tout-en-un dont on a mentionné un petit peu plus tôt, là, les FNB tout-en-un, là. Tout à fait, exactement. Et tout inclus du Mexique, version FNB. Le SNB, et puis avec des frais de gestion, je pense que c'est 0,25% là, pour ce fonds-là. Il y a un autre des fonds, il faut dire aussi que, depuis le début, on a beaucoup parlé d'actions. Les actions, les gens le savent, c'est très volatile. On peut vivre des années de plus 30, on peut vivre des années de moins 30%. Et ça peut faire peur aux gens. Donc, il y a le yin et le yang de l'investissement. Le yin, c'est les actions et le yang, c'est les obligations qui sont des prêts qu'on fait le plus souvent au gouvernement. Donc, ils nous prêtent, on prête de l'argent, on achète des obligations du gouvernement et on a de l'intérêt là-dessus qui n'est pas très, très élevé. Mais le principal objectif de l'obligation, c'est pas vraiment de nous enrichir, c'est de nous calmer le pompon quand le marché tombe de 30%. Les obligations... Il y a trop de fluctuations, là. Exact. Quand le marché tombe de 30%, les obligations vont typiquement tomber de 3 ou 4%. Donc, tu sais, c'est rassurant d'avoir ça. Okay. Et ça peut permettre à notre portefeuille de ne pas complètement faire la montagne russe au complet d'année en année. Mais j'imagine que sur le long terme, c'est un petit peu moins payant les obligations que les actions, puisque ça fluctue moins, là. C'est ça, tout à fait. Il y a un vieux dicton qui dit on achète des actions pour bien manger, on achète des obligations pour bien dormir. Alors les deux ensemble fonctionnent bien. Puis oui, c'est vrai, à très long terme, les actions font beaucoup de meilleurs rendements que les obligations. Mais si vous n'êtes pas là pour les avoir
avoir ces rendements-là parce que vous avez vendu dans une panique boursière. Ça ne vous donne pas grand-chose. Tu sais. Alors, si vous voulez faire le trajet au complet, des fois, c'est bon un peu d'avoir des obligations. Il y a des fonds... justement, Vanguard, des fonds tout en un, tu as à la fois les actions, à la fois les obligations. Tu as, par exemple, le fonds... Tu choisis ta proportion là-dedans, là. Exact. Tu as le fonds VBAL que j'ai aussi, VBAL. Ça, c'est pour Vanguard Balance. Et c'est un fonds qui a 60% d'actions et 40% d'obligations. Pour faire dodo le soir. Pour bien faire dodo le soir et pour vivre moins de baisse boursière que ce que les nouvelles nous annoncent. Ouais. Et tu as aussi un fonds que j'ai dans le REE de mon garçon qui est le régime d'épargne de Sud, alors. Sud, exact. C'est VGRO, VGRO. Ouais. Donc, c'est pour Vanguard Growth. Et c'est un fonds de croissance. Là, tu as 80% actions, 20% obligations. Donc, il va y avoir un effet là, qui va tempérer un peu les hausses et les baisses là, avec le 20% d'obligations. Fait qu'en somme, c'est le même produit que tu as dans les trois différents comptes que tu nous as présentés. C'est juste que la proportion des obligations versus les actions est différente. Exactement. Et c'est des produits qu'on choisit selon où on en est dans la vie, selon si on vise une stabilité ou si on est correct avec beaucoup de volatilité. Ouais. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je vous dirais, plus vous êtes jeune, plus vous devriez être à l'aise avec la volatilité parce que, dans le fond, vous investissez, tu sais, pour les prochaines décennies. Le long terme, c'est ça. Le long terme. Donc, qu'une année, ça fasse moins 20 ou plus 20 ou tout ça, dans 20 ou dans 30 ans, vous n'allez même pas vous en rappeler. Donc, ça, c'est vraiment ça. Puis là, on vieillit, puis on approche d'un moment où on va probablement moins avoir de revenus, moins travailler, mais là, ça devient très important de protéger un peu ces placements des hausses et des baisses boursières. Avant de retirer, évidemment. Là. Avant de retirer. Puis aussi, en terminant, j'aimerais aussi dire, parce que bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Ah ben là, c'est plate, là, moi j'ai 20 ans, pourquoi j'investirais pour quand je vais avoir 60 ans? » La réponse à ça, premièrement, c'est que bon, ça va coûter beaucoup moins cher sur toute ta vie de commencer très jeune. Tu vas avoir besoin de mettre beaucoup moins de dollars de côté pour avoir beaucoup d'argent à la fin. Plus tu commences jeune, plus tu attends, tu as un coût là, qui est associé à ça. Donc, tu vas devoir mettre plus d'argent. Donc, la douleur au niveau de ton chèque de paie va être plus élevée. Puis, le dernier point qui est rarement mentionné, c'est qu'avoir des placements, c'est pas juste bon quand tu as 65 ans. C'est bon pour toute ta vie. Je veux dire, un investisseur qui perd sa job, là, on est dans une bonne phase économique, mais dans 5 ou 10 ans, ça peut être différent. Un investisseur qui décide de voyager puis de prendre une année sabbatique avec sa famille. Un investisseur qui a une dépense imprévue. Si ça fait 5, 10, 15 ans, 20 ans que tu investis, tu peux aller chercher de l'argent comme ça, là, puis régler des problèmes. Donc, tu as moins besoin des banques, tu as moins besoin de t'endetter. Et puis libre financièrement, finalement. Tu as une liberté qui est pratiquement du jamais vu dans notre société. Tout le monde est très, très, très serré et tout le monde tombe dans la marge de crédit dès qu'ils ont un pépin, mais c'est pas une loi universelle qu'il faut que tu sautes dans ta marge de crédit parce que, je veux dire, tes dollars, tu peux les garder pour toi. Tu n'es pas obligé de les donner aux restaurateurs. Tu n'es pas obligé de les donner aux concessionnaires. Tu n'es pas obligé de les donner. À la place de leur donner et d'acheter des plats de ces restaurateurs-là ou de ces compagnies-là, ben, il vaut mieux quasiment investir dans ces sociétés-là. Ben, exactement. En anglais, ils disent « Don't buy the phone, buy the stock ». C'est bon. La personne... On salue à Paul, là. Je pense que c'est un point direct, là. mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, il y a tout un comportement puis il y a tout un questionnement que je trouve bien intéressant. Il y a des gens qui ont lu mon premier livre, des lecteurs qui m'ont écrit. Il y en a un que je me souviens, je pense qu'il y a une trentaine d'années, il étudiait en droit, un peu sur le tard. Il était un peu plus vieux que les autres dans sa classe. Il dit, tu m'as ouvert les yeux. Moi, j'étais quelqu'un qui dépense beaucoup, puis je vais être avocat, puis j'ai l'impression que c'est ça un peu la culture, puis je dois flasher et tout. Mais tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré que c'est pas ça la richesse.
Puis merci beaucoup, tu sais. Puis je vais, oh wow, OK, je trouve ça super le fun. J'ai cliqué sur sa page Facebook, il m'a écrit sur Facebook. Ouais. Le gars, il vendait son Acura comme le jour même, là. Hey! Hey, ça l'a vraiment, mais tu sais, il a pas dit ça pour faire beau, là. Ça l'a vraiment shaké, là. Il dit j'ai des dettes, puis blablabla. Le gars, je pense, la même heure qu'il m'a écrit, la même heure, il vendait son auto. Ça, c'est drôle. Et c'est comme, wow, OK. Là, lui, étonne-moi, dis-moi que tu l'as acheté. Je mets de l'argent de côté pour l'acheter. mais donc c'est là que tu apprends un peu à pas trop mettre de la charrue devant les bœufs, puis tu apprends un peu à réaliser que ces choix-là, ben c'est lourd de conséquences pour le futur. Tu sais, je dis toujours, va pas au Club Med à 27 ans, vas-y à 45 ans. Tu sais, c'est le même Club Med. Ouais. Va te coûter la même affaire, mais tu sais, à 27 ans, fais du sac à dos à la place, puis plus tard, va te payer du luxe quand tu vas avoir 2 enfants, puis tu vas avoir le goût que quelqu'un s'en occupe à ta place pendant 2 semaines ou 1 semaine. Alors, c'est pas vraiment ce que tu fais dans la vie, c'est quand tu le fais dans la vie. Tu sais. Plus on fait des choix coûteux qui sont tôt dans la vie, bien, plus on perd un peu un pouvoir qu'on a d'investir. Tu sais. Plus les choix sont un peu repoussés dans la vie, bien, plus ces choix-là deviennent faciles. Tu sais, parce que justement, nos placements vont avoir travaillé, l'intérêt composé va travailler pour nous. Ouais. Puis chaque décision va être beaucoup plus abordable en bout de ligne. Tu me fais allumer juste sur un dernier point. Écoute, là, ça fait 20 minutes qu'on dit dernièrement pour terminer, mais regarde, il y a un dernier point que je vais aborder avec toi, et puis tu me fais penser à ça quand tu as parlé de ton avocat qui étudie en droit, qui à 30 ans a eu une révélation par tes conférences, entre autres. Il y a beaucoup de ça aussi. C'est pas une question d'éducation, d'intelligence non plus, le placement puis l'investissement, tu sais, j'ai envie de dire que c'est universel, mais il y a très peu de personnes qui sont au courant. Exactement. Puis c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire là-dessus, parce que tes parents te le diront pas, la publicité te le dira pas, l'école te le dira pas. Qui va tenir ce discours-là? Comme un secret, c'est le fun. C'est comme un peu un secret, puis c'est pas très compliqué. Je veux dire, il y a des gens, tu sais, tu parlais de la jeune retraite un peu plus tôt, tu sais, Jean-Sébastien Pilote et sa copine, il a écrit un livre sur jeune retraité sur son blog, super intéressant. Tu sais, ce qu'il a fait, c'est ce dont on parle depuis 1 heure. C'est ça qu'il a mis en place. La seule chose, c'est que au lieu de mettre 10% de son salaire de côté ou 15%, mais lui et sa blonde, ils ont mis 60% de leur salaire de côté. OK. Alors là, dans le fond, c'est le même plat, mais ça dépend combien tu mets d'ingrédients. Oui. Alors là, lui, il y a eu des résultats qui sont exceptionnels, mais c'est parce qu'il s'est comporté d'une façon aussi exceptionnelle. Mais dans le fond, ce qu'on peut dire aussi à monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas vraiment le goût de mettre 60% de leur... Parce que c'est beaucoup, puis on comprend que dépendamment de ses intérêts aussi, puis du train-train quotidien, c'est pas évident, là. C'est pas évident, mais même mettre 20% ou 15% d'argent de côté. Moi, une façon que j'ai vu ça, c'est de dire, regarde, si je travaille 5 jours semaine, il y en a 4 que je dépense, puis il y en a 1 que je garde. Okay. Donc, en faisant ça, je mets 20% de mon salaire de côté sans... Puis quand je le vois comme ça, je me dis, c'est parce que si je me dis, je mets 20% de côté, oh, c'est beaucoup, blablabla. Ouais. Il y a 4 jours sur 5... Ça part tout de suite. Puis la 5e... Une journée où tu manges pas, tu fais rien, puis les autres journées, tu pallies. C'est ça. Je regarde des vidéos sur YouTube, puis je mange du griot. Ah, c'est bon. Ben, Nicolas Bérubé, quelle discussion passionnante, honnêtement. Je m'attendais pas à passer autant de temps à t'accompagner, mais ce fut énormément instructif, je pense, autant pour moi que pour les gens qui sont à l'écoute, là. Puis t'as une capacité à vulgariser aussi l'information, à pas nous parler en jargon compliqué, en conseiller financier. Puis je pense que c'est un peu d'ailleurs ton objectif avec l'écriture de tes livres que tu fais à merveille d'ailleurs, là on le rappelle, Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, édition de la presse, et le tout nouveau livre Zéro à millionnaire. Oui, je sais, il y a une citation sur le mot millionnaire, mais en vérité, ultimement, c'est ça, investir sans se tromper finalement. Exactement. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maîtriser l'investissement autonome en bourse avec Gabriel Jasmin et le balado Intérêt composé sur Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast et Google Podcast.